Merci beaucoup d'être avec nous. Merci au public. Et on me dit dans mon oreillette qu'on aimerait entendre parfois quelques applaudissements. Alors, si vous pouvez applaudir notre intervenant, Philippe Chalmin. Pourquoi je vous parle d'applaudissements? Puisque nous sommes en direct sur mycefia.com et ça fait plaisir bien sûr de partager ces moments en présentiel et en distanciel avec vous. Perspective, matières premières agricoles et non agricoles, Philippe Chalmin, avec Philippe Chalmin qui analyse, qui est fondateur du cercle Cyclope, qui publie chaque année depuis 1986 un rapport complet sur l'état, les perspectives des marchés mondiaux de matières premières et notamment analyse de l'économiste Philippe Chalmin, président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Vous avez une heure pour... J'imagine que vous avez un gros dossier, monsieur Chalmin, en ce moment, avec des perspectives qui sont incertaines. Nous avons une heure pour apprécier ce que vous allez nous dire dès maintenant. Donc Philippe Chalmin. Bien, merci. Alors, effectivement, il se trouve que les slides que je vais vous passer, elles ont 10 jours. Et 10 jours, ça veut dire que c'est le passé. Rien que cette semaine, nous avons eu, au cours de cette guerre, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous avons eu lundi des prix qui ont totalement flambé, que ce soit pour le gaz naturel, pour le pétrole, presque raisonnable, pour le blé. Et puis, en traversant le couloir du salon, je voyais quelqu'un qui se baladait avec, je ne sais pas, un dossier où il y avait marqué « Stainless Steel ». Et j'imagine que nombre d'entre vous, s'ils sont des fabricants, utilisent de l'acier inoxydable. Mardi matin, l'acier inoxydable, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de l'acier avec du nickel. Mardi matin, le prix du nickel a dépassé les 100 000 $ la tonne. Totalement. Alors, 100 000 $ la tonne, ça ne vous dit rien. Il se trouve que ces 10 dernières années, le nickel s'était baladé entre un peu moins de 10 000 et parfois un peu plus de 20 000 $ la tonne. Le coût de production du nickel en Nouvelle-Calédonie doit être aux alentours de 16 ou 17 000. Vendredi dernier, le soir, le London Metal Exchange, le marché du nickel à Londres, avait clôturé à 25 000 $. Lundi soir, c'était déjà la frénésie, il clôture à 47 000 $. Et durant la nuit, sur le trading en Asie, il passe la barre des 100 000 $, le contrat du LME ferme, etc. Et nous sommes toujours un petit peu dans cette situation. Le cas du nickel, c'est un cas bien entendu totalement extrême, tout aussi extrême que l'avait été, souvenez-vous, en avril 2020, ces quelques heures durant lesquelles le pétrole aux États-Unis avait été en territoire négatif. Mais la réalité, c'est que nous sommes aujourd'hui confrontés à un véritable choc sur les marchés mondiaux, la guerre d'Ukraine ayant été quelque part la dernière goutte d'eau, la cerise sur un gâteau qui avait déjà largement monté dans le courant de 2021. Et finalement, ce sera pas mal de passer. Alors bien entendu, je vais actualiser en live la plupart de mes graphiques, mais finalement, ça vous donnera quand même une certaine idée de ce qu'était la situation avant l'Ukraine. Parce que tout n'est pas de la faute de l'invasion russe en Ukraine. Elle a provoqué une vague dans l'énergie, dans les domaines agricoles, dans le domaine des métaux, mais la vague, elle a prolongé une vague, mais une vague qui était déjà à l'œuvre en 2021. Regardez, par exemple, ceci. Alors donc, là, je reprends des données. Donc, j'ai fait ce PowerPoint il y a une quinzaine de jours. Donc, quelque part, là, ce que je reprenais, c'était tout simplement les évolutions de prix moyens. Donc, je prends la moyenne des prix en 2021 versus la moyenne des prix en 2020. Alors, évidemment, souvenez-vous, 2020,
c'est l'année de la grande panne économique. C'est l'année où nous étions tous heureux et confinés. Et on n'allait pas à Rennes au mois de mars. Enfin, je ne sais pas s'il y a eu un salon à Rennes au mois de mars, parce que moi, j'étais déjà à l'hosto avec le Covid. Hein. Mais à l'époque, on ne savait pas que c'était le Covid. Exactement, il y a 2 ans, on ne savait pas totalement que c'était le Covid. Mais bon, c'est l'année. Ensuite, on a pris de grandes vacances. On a découvert le télétravail, le Zoom et tous ces autres machins. Alors, effectivement, la comparaison 2020-2021, elle est amplifiée par le fait qu'en 2020, un certain nombre de marchés ont été relativement bas. Mais regardez quand même. Donc, je vous parle moyenne 2021 par rapport à moyenne 2020, le prix du gaz naturel en Europe multiplié par 4. Et comme le gaz naturel, il entraîne un certain nombre d'autres choses, le prix de l'électricité, non pas les tarifs garantis EDF, bien entendu, mais le prix de l'électricité en base load, c'est-à-dire sur le marché spot, qui augmente de 220%. Et là derrière le gaz, c'est aussi les engrais. Là, j'avais pris le prix de l'urée et on était encore relativement raisonnable, je dirais. La flambée aussi, je vais en dire un mot, la flambée des transports maritimes. Tous ceux d'entre vous qui ont besoin d'importer des pièces détachées de Chine ou d'ailleurs par hasard, regardez l'augmentation des taux de fret des conteneurs, on y reviendra. Enfin, oui, c'est vrai, des augmentations sur les produits agricoles et sur un certain nombre de marchés des métaux. En réalité, nous avons connu en 2021, et je tiens à y revenir, parce que c'est antérieur à la crise que nous vivons et dans laquelle je ne vais pas vous dire comment elle va se terminer, nul ne le sait véritablement, mais nous étions déjà dans une période de choc, et au moins 3, voire 4 chocs. Un choc logistique, un choc énergétique. Et lorsque Bruno Le Maire, hier, a dit que le choc énergétique que nous connaissions n'avait pas d'équivalent depuis les années 70, étant probablement dans cette salle, étant jeune septuagénaire, l'un des plus vieux, je peux vous dire que moi j'ai connu la crise des années 70, il a raison. Nous sommes dans un choc énergétique tout à fait comparable. Qu'il s'agisse d'ailleurs, non pas tant d'ailleurs partie du pétrole, mais on va le voir partie du gaz naturel. Un choc aussi sur les marchés de ce que j'ai appelé les matériaux. Et tous ceux dans ce salon qui fabriquent des machines, etc., le savent, ils ont vu l'augmentation des prix de l'acier, l'augmentation des prix d'un certain nombre de métaux non ferreux, avant même que interviennent les problèmes de l'Ukraine, l'augmentation de tous ce que j'appelle les métaux électriques, c'est-à-dire les métaux liés à la transition énergétique, que ce soit le carbonate de lithium, que ce soit le cobalt. Tous ceux d'entre vous qui sont venus, alors peut-être en vélo, alors ce serait bien de venir en vélo ici, enfin ça m'a l'air un peu loin, en vélo électrique, en voiture électrique, etc., qu'il faut qu'ils sachent que non seulement l'électricité coûte plus cher, sauf quand on est dans des tarifs réglementés, mais aussi toutes les matières premières pour fabriquer les batteries. On est même allé encore un peu plus loin sur la flambée de matériaux, par exemple comme le bois. Et ceux d'entre vous qui ont eu à construire des usines ont probablement vu l'augmentation du prix des charpentes, des ronds à béton, etc. Et puis, c'est vrai, mais ce n'était pas encore extraordinairement le cas avant, nous avons eu un certain nombre de tensions agricoles dans le courant de 2021. J'y reviendrai. Tout ceci, et ça c'est un point important que l'on a tendance à oublier, tout ceci dans un contexte qui nous touche encore plus directement en Europe, parce que malheureusement l'euro est faible. Et ça, on me pose souvent la question, oui, mais alors, vous savez, la crise, elle se mesure à la pompe à essence à l'heure actuelle. Et donc, les gens me disent, mais en 2008, on était à 147 $ le baril et on payait l'essence moins cher. Il y a eu quand même quelques évolutions dans la fiscalité française,
mais surtout en 2008, nous nous inquiétions à l'époque que l'euro était fort, était trop fort, ce qui handicapait nos exportations. C'est vrai qu'on était à 1,30 ou 1,35. Aujourd'hui, on est à moins de 1,10. Ce qui veut dire que le pouvoir d'achat de l'euro ayant baissé, eh bien, les prix mondiaux, et de tout ce dont je vais vous parler, les prix sont des prix exprimés en dollars, les prix mondiaux en dollars se traduisent par des prix en euros plus forts. C'est une des raisons d'ailleurs de la hausse que nous constatons, peut-être, et des records auxquels on assiste sur les prix de l'essence à la pompe. Voilà donc l'ensemble des chocs que nous avons vécus et je vais essayer maintenant de les passer en revue. Alors, j'ai pensé qu'il serait intéressant, puisque vous êtes un salon de professionnels, il doit y avoir pas mal de fabricants, de machines, de matériel, etc., qui font venir leurs pièces détachées un peu partout dans le monde, de commencer par le choc logistique. Et regardez ça, c'est quand même assez extraordinaire. C'est un indicateur. Bon, il y en a plusieurs sur le marché, c'est un des plus significatifs. Alors, je pense qu'ils pourront vous fournir, les ordinateurs pourront vous fournir le truc. Hein, donc, vous embêtez pas à les prendre en photo, vous pourrez les avoir. Et ça n'a rien de confidentiel. Donc, il y a plusieurs indicateurs sur le marché du fret maritime. J'attire votre attention, fret maritime, il y a les tankers, il y a les vraquiers, et il y a les porte-conteneurs. Et la place des porte-conteneurs est bien entendu grandissante, y compris d'ailleurs nombre de matières premières qui se baladent en conteneurs. Traditionnellement, une boîte de 40 pieds, c'est la taille standard des conteneurs, que l'on chargeait en Asie pour aller vers l'Europe. Avant, dans le monde d'avant, ça coûtait entre 1000 et 1500 dollars, à peu près. C'était des prix qui étaient très bas. La plupart des armateurs tiraient la langue, donnaient des instructions à leurs capitaines de ralentir la marche des navires pour économiser un petit peu de fuel. À l'heure actuelle, la même boîte, il vous en coûte entre 8000 et 10 000 dollars. À certains moments, on est monté à 15 000 dollars. L'indicateur que vous avez là, c'est un indicateur global, toutes routes confondues. Donc on écrase un petit peu, mais sur les routes peut-être les plus fréquentées, Asie, Europe par exemple, eh bien sur ces routes-là, les prix ont été souvent à certains extrêmes multipliés par 10, sachant par ailleurs que les retards se sont accumulés, ceci étant lié, alors pourquoi pareille flambée des prix et qui aujourd'hui perdurent. Et ça n'a aucun lien avec la guerre en Ukraine. La mer Noire est fermée, mais c'est pour une autre chose. Les compagnies maritimes ont dit, de porte-conteneurs, nous ne desservirons plus la Russie, mais ça c'était totalement secondaire. Pourquoi est-ce que nous avons eu cette flambée, vous voyez, qui commence grossièrement au début de l'année 2021 et qui, pour l'instant, nos données sont arrêtées à février 2022, on reste à des niveaux records et nous n'avons pas beaucoup d'espoir que la situation se clarifie avant la fin de l'année, voire 2023. Pourquoi ? C'est vrai que nous avons eu, en cette année 2020-2021, elle a été marquée quelque part par du confinement, par une baisse de la consommation de services et paradoxalement par une augmentation de la consommation de biens manufacturés. Et la demande, elle est repartie, largement soutenue par les mesures prises par les États, par les mesures de quantitative easing à droite à gauche. Le résultat, nous avons eu une très forte augmentation de la demande adressée sur des chaînes de valeur qui sont de plus en plus globalisées, de la demande adressée à tous nos fournisseurs, qu'ils soient en Chine, au Vietnam, etc. Donc, hausse de la demande, à un moment, il faut quand même en parler, on l'a totalement oublié. Je vous rappelle qu'il y a eu un truc qui s'est appelé le Covid. C'est passé dans les dernières pages des quotidiens pour ceux qui lisent encore des journaux. On ne parle que de l'Ukraine, mais il y a eu le Covid, il y a encore le Covid. Ce qui veut dire qu'un certain nombre de ports se sont trouvés paralysés. Le port de Ningbo en Chine est resté fermé pendant 3 mois. Et c'est un des principaux ports de la zone économique de Shanghai. Le résultat, le
circuit des conteneurs n'a pas pu se faire, nombre de compagnies maritimes n'ont pas pu relever leurs équipages, etc. Et donc, on s'est retrouvés. Alors, il y a eu un moment un peu symbolique lorsque cet énorme porte-conteneur s'est ensablé dans le canal de Suez. Mais à la limite, c'était presque secondaire. Le mal était déjà largement fait. Donc, cette crise logistique, elle est très importante et on la retrouve d'ailleurs. Et on en retrouve des conséquences, même sur les marchés des matières premières. Les organisateurs du CFIA ils sont partis organiser et offert un délicieux café. Alors, il était marqué que c'était de l'arabica, mais je vous expliquerai pourquoi les prix du café ont flambé pour d'autres raisons. Mais le deuxième producteur mondial, c'est le Vietnam, qui produit du Robusta. Et on fait du très bon café avec du Robusta d'ailleurs. Le problème, c'est que le Vietnam ne pouvait plus sortir son café parce qu'il n'y avait pas de conteneurs. Au point que certains traders sont allés affréter des navires de vrac en prenant le risque d'endommager les cargaisons, mais pour essayer de sortir ces tonnages qui manquaient cruellement au marché. C'est un exemple que je vous donne, mais nombre de métaux, par exemple, se baladent en conteneurs. Et donc, dans nombre de cas, le problème n'est pas d'avoir la marchandise, le problème, c'est de trouver des conteneurs pour la transporter. J'attire votre attention sur le fait que ça va durer. Alors, je pense que je disais par exemple, j'encourageais bien entendu ceux d'entre vous qui en font à circuler en vélo, mais si vous voulez vous acheter un vélo aujourd'hui, sachant que le vélo c'est quelque chose, finalement c'est un enfant de la globalisation, le Made in France n'existe plus, c'est un assemblage d'un certain nombre de pièces venant d'un peu partout, les pièces elles n'arrivent pas. Et donc, vous avez même pénurie de vélos, rendez-vous compte ce que cela peut représenter et là, je le prends en riant, mais sur un certain nombre d'activités économiques, on a vu les délais de livraison énormément augmenté et souvent de manière considérable. Donc ça, c'est ma première crise et je veux vraiment la mentionner parce qu'on a tendance à l'oublier et je pense que dans le monde industriel qui est le vôtre, elle est quand même tout à fait fondamentale, surtout que là, on peut se hasarder à faire quand même des prévisions et ces prévisions, elles ne sont pas très gaies. Le retour, il faut quand même 2 ou 3 ans pour sortir un nouveau porte-conteneur. Et surtout, nous avons des engorgements au niveau portuaire par le sous-investissement. Aux États-Unis aujourd'hui, on est engorgé, mais ça commence au niveau du transport routier. On manque de chauffeurs de camions, on manque de dockers, et le résultat a perdu sa maman. Ah bon, non. Bon, voilà, bon. Voilà. Bon, j'espère qu'elle se retrouvera, bien entendu. Donc, là-dessus, c'est à la limite la seule prévision vraiment presque certaine que je peux faire, c'est que cette crise, elle va continuer à marquer l'année 2022. Il y a une toute petite conséquence d'ailleurs, qui ne doit pas concerner trop d'entre vous, et qui concerne le fret aérien. Conséquence de la crise ukrainienne. Car il se trouve que pour tous ceux qui, par avion, avaient envie de transporter de très grosses machines, les seuls gros porteurs disponibles, c'étaient les fameux Antonov. Les Antonov qui étaient russes et ukrainiens, et qui aujourd'hui, il y en a un très gros qui a été détruit, il y en a quelques-uns qui sont encore opérés, mais par des compagnies russes, donc on ne veut pas les fréquenter. Et donc là, même sur le fret aérien, nous commençons à avoir des problèmes non négligeables. Donc ça, c'est ma première crise. La deuxième crise, c'est bien entendu le choc énergétique. Alors je suis d'accord avec vous, ce graphique est totalement illisible. Sachez simplement, alors en fait, si vous voulez suivre quelque chose qui soit à peu près correct, vous regardez la courbe bleue. La courbe bleue qui est exprimée en euros le mégawattheure et l'échelle est à droite. Vous voyez que la courbe bleue, c'est le prix du gaz naturel en Europe. Mesuré en euros le mégawatt, il se trouve que le gaz naturel, c'est un produit un peu compliqué. En Europe, nous le cotons en euros le mégawatt.
Alors, oubliez les Anglais qui, eux, font un truc un peu différent. Eux, c'est en pence par terme. Oubliez ça. Aux États-Unis, tout comme sur le marché mondial, où là, on cote le gaz naturel liquéfié, on cote en dollars le million de BTU, de British Thermal Units. Alors, pour s'y retrouver, je prends le prix en dollars, le million de BTU, je multiplie par 3 à peu près. J'arrive grossièrement au prix en euros le mégawatt. Et si je multiplie mon prix en dollars, le million de BTU, par 6, j'arrive à peu près à un équivalent du prix du pétrole, du baril de pétrole. Donc ça, vous allez voir, je vais réutiliser un petit peu ces choses-là. Regardons pour l'instant simplement ma courbe bleue ici, qui est la courbe du prix spot du gaz naturel en Europe. Vous voyez que pendant des années, le gaz naturel, ça valait pas cher. Alors, il y avait des moments où il y avait des petites folies, comme par exemple à ce moment-là, mais le gaz naturel en Europe, ça valait entre 5 et 10 grands maximum euros le mégawatt. À partir de 2021, vous voyez que les prix commencent à monter. Et ils arrivent, vous le voyez ici, on est, donc vous regardez, l'échelle est ici. Vous voyez qu'on passe à l'été 2021, on est déjà à 100. En décembre 2021, on va battre un record que l'on n'avait pas connu jusque-là, 160. Pourquoi à ce moment-là? Parce que nous avions un début d'hiver relativement rigoureux. Tonton Vladimir, Vlad the Mad, dit-on. Tonton Vladimir commençait à menacer l'Ukraine, donc on sentait quand même quelques tensions. Et puis, il faut reconnaître que Gazprom avait, tout en honorant ses contrats vers l'Europe, avait quand même réduit un petit peu son approvisionnement du marché spot, car les prix ici sont des prix spot. Vous avez en tête ceci, nous sommes montés lundi, nous étions à 350 € le mégawatt. 350 € le mégawatt. Les prix fluctuent de manière considérable, le marché est d'une très grande volatilité. Alors sur les autres marchés en Asie aujourd'hui, et la courbe qu'il faudrait regarder, c'est la courbe orange. Alors vous voyez qu'en Asie, on était monté à certains moments jusqu'à 40-50 $ le million de BTU. Lundi, on est monté à 80. Et actuellement, on se balade dans la zone des 50. Alors, juste pour vous situer, 50 $ le million de BTU, je multiplie par 6, ça fait 300 $ le baril équivalent pétrole. Ça veut dire que le gaz naturel vaut 2 fois plus cher, à peu près, que le pétrole aujourd'hui. Alors, pourquoi? Essentiellement, alors, vous voyez, la crise, elle est antérieure à l'Ukraine. La flambée des prix du gaz naturel, elle remonte à l'été dernier. Et pourquoi? Et vous voyez, d'ailleurs, il y avait eu déjà, début 2021, il y avait eu quelques premières tensions à certains moments. Regardez ce qui s'était passé là, sur ma courbe orange, parce que, tout simplement, nous avons d'énormes besoins de gaz naturel, en particulier en Asie. Il n'y a pas que l'Europe. L'Asie a besoin de gaz naturel, les prix sont extrêmement tendus, et donc la demande européenne supplémentaire pour du gaz naturel liquéfié est arrivée, je dirais presque au pire des moments, c'est-à-dire à un moment où la demande asiatique était forte, et donc on a assisté à cette flambée des prix qui aujourd'hui s'aggrave par les incertitudes. Je pourrais éventuellement répondre à des questions si cela vous intéresse, mais de savoir si l'Europe pourrait ou non se passer de gaz russe. Pour l'instant, sachez simplement donc que nous avons cette situation d'extrême tension sur les marchés européens et asiatiques. Les États-Unis sont une autre histoire, et quand l'ineffable M. Biden dit nous mettons un embargo sur nos importations de gaz russe, ça ne lui coûte rien, il n'en importe pas, le cher homme. Donc il importe un peu de pétrole, mais ils pourront éventuellement s'en passer. Alors, ma flambée
des prix du gaz naturel, elle s'est répercutée. Et elle s'est répercutée, en particulier en Europe, sur le prix de l'électricité. Chers industriels qui êtes ici, je vous présente mes condoléances, bien entendu. Car autant, en tant que consommateur particulier, notre État-providence a plafonné le prix que nous allons payer notre gaz et notre électricité, autant pour les entreprises, tel n'est pas le cas. Surtout en plus ceux qui avaient cédé aux sirènes de se dire on va prendre d'autres distributeurs parce qu'on paiera moins cher que les tarifs EDF ou autres. Le tarif en base load de l'électricité, vous avez vu qu'il avait déjà augmenté en Europe de 220%. Lundi soir, je n'ai pas regardé hier, lundi soir, nous avons terminé à 700 € le mégawatt. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, le célèbre tarif ARENH, ce tarif auquel EDF est obligé de revendre de l'électricité aux distributeurs indépendants, le tarif ARENH est de 46 € le mégawatt. Et votre électricité que vous achetez en tant que particulier, allez, si vous la payez sur la base de 50 € le mégawatt, c'est à peu près le grand maximum. Sur le marché, alors évidemment, c'est le marché spot, mais en base load, c'est-à-dire en moyenne sur la journée, on a fait 700 € le mégawatt. Ceci s'explique par un mécanisme très très simple, c'est que quand on a déréglementé les marchés de l'énergie en Europe, on a choisi un système qui était censé avantager un peu les énergies renouvelables, c'est-à-dire qu'on s'alignait sur le prix du kilowattheure produit par la dernière centrale appelée. La dernière centrale appelée, c'est une centrale de remplacement. Et c'est, a priori, une centrale au gaz. Et donc, nous nous sommes trouvés dans une situation où vous avez une indexation quasi automatique du prix de l'électricité au prix du gaz, d'où les flambées que nous connaissons. Alors, juste un petit mot sur notre dépendance. Et j'espère que personne ne prendra à mal les petites remarques un peu anti-verdâtres qui peuvent être les miennes. Cette crise, elle intervient en un moment quand même particulièrement sensible de notre transition énergétique. La transition énergétique, elle est nécessaire, nul ne la conteste. Le choix qui a été fait en Europe, et qui est un choix quand même, dans certains cas, un peu idéologisé, c'était de se dire, nous ne voulons plus de charbon, ça c'est bien. Et ça va plutôt dans le bon sens. Nous n'utilisons quasiment plus de charbon en France, si ce n'est qu'on a revitalisé une ou deux centrales à charbon en Bretagne, parce que la Bretagne, vous savez, est loin de tout, et donc on pouvait avoir des problèmes d'approvisionnement électrique. Mais on ne veut plus de charbon, on ne veut plus de nucléaire, et ça, c'est un choix. Et je vous rappelle que au 1er janvier dernier, l'Allemagne a fermé 3 de ses 6 centrales nucléaires. La Belgique a décidé qu'elle allait arrêter le nucléaire, les Pays-Bas aussi, l'Autriche, la Suisse, etc. Dans un grand bain d'hypocrisie, car ils sont finalement assez contents d'avoir quand même les ressources du nucléaire français. Je passe. On avait même décidé de ne plus importer de gaz naturel liquéfié américain, parce qu'il provenait du gaz de schiste. Et le gaz de schiste, c'est pas bien pour l'environnement, comme chacun le sait. On avait même obligé Engie à annuler un contrat d'approvisionnement avec un exportateur américain. Enfin, on a privilégié les filières électriques, que ce soit dans le transport, que ce soit même dans le chauffage, pompe à chaleur, etc. Très bien. Pour répondre à ces besoins, la réponse, c'était le renouvelable. Très bien, admirable. Et un renouvelable de première génération dont on avait simplement oublié un petit peu qu'il est intermittent, qu'il y a des jours où même sur la Bretagne, allez, je ne vais pas être méchant en disant qu'il n'y a pas souvent de soleil, il y a certainement souvent du soleil, il peut y avoir du vent, mais il y a des jours où il n'y a pas de vent, où il n'y a pas de soleil. Et donc, à ce moment-là, surtout pour des économies de plus en plus électrifiées, eh ben, il faut produire de toute façon de l'électricité sur des centrales qui font l'appoint et qui vont être des centrales au gaz. Alors comme en plus, notamment les Allemands et autres, ne disaient on n'a pas besoin de gaz naturel liquéfié parce qu'il nous suffit de tendre des tuyaux et de venir
de faire venir notre gaz de Russie. Et même de faire, pour éviter les problèmes avec l'Ukraine et la Pologne, on va creuser la mer et on va faire passer du gaz, des tuyaux, par la Baltique. Ce sont les fameux gazoducs Nord Stream. Le résultat, soyons clairs, nous avons mis, et c'est pour ça que l'Europe est dans une situation très précaire sur le gaz, c'est que nous avons mis notre tête sur le bayou russe en attendant que le camarade Vladimir puisse éventuellement la trancher. Voilà, donc je termine. Et à la limite, je suis un peu optimiste parce que je me dis que, quelque part, ça nous oblige déjà à revoir un certain nombre de nos stratégies dans le cadre du Green Deal européen. Donc, première conséquence sur l'électricité. Deuxième conséquence, parce que le gaz, ça sert à faire des engrais, azote, phosphate, potasse, ben vous voyez le prix de l'ammoniac en Europe de l'Ouest. Alors ça, c'est le prix moyen février 2021 versus février 2022, versus février 2021. Et vous voyez que la hausse est de 325%. Le DAP, c'est le diammonium phosphaté, donc c'est de l'ammoniac plus du phosphate, grossièrement. L'augmentation est assez forte. Pour l'instant, la potasse n'avait pas bougé. Mais je vous rappelle que la potasse, les grands producteurs, Uralkali, c'est la Russie et la Bélarus. Et que la Bélarus étant un allié objectif de la Russie, s'il y a des sanctions, ça peut toucher la potasse. Et il y a eu déjà des augmentations sur le prix de la potasse. Enfin, toujours dans ma crise énergétique, bah oui, j'ai aussi quand même le pétrole. Alors, sachant qu'à la limite, on parle dans les médias, on ne parle pas assez du gaz. Et tout le monde est obsédé par le prix à la pompe. Ah, Madame Michu, vous avez payé combien? Tiens, j'ai vu qu'en venant avec la navette depuis la gare, on est passé quand même devant 2 stations-service. J'ai vu que c'était à 2,08, etc. Puis ça va continuer à monter un peu quand même. On a frôlé lundi les $140 le baril. Alors, il faut que vous regardiez le Brent. Là, ce que vous avez sur cette courbe, en bleu, c'est le Brent. En rouge, c'est le brut américain, le WTI. Vous voyez qu'ils se tiennent terriblement. Il y a eu même des moments où le WTI est monté un peu au-dessus du Brent. Mais bon, lundi, on a frôlé les 140. Là, on est retombé dans la zone des 130. C'est vrai qu'il y a cette affaire d'embargo pétrolier. À la limite, ce n'est pas très, très gênant, parce que la Russie est effectivement un exportateur de pétrole, de l'ordre de 4 à 5 millions de barils jour de brut et 2 ou 3 millions de barils jour de produits raffinés. Mais ça peut se remplacer. Puis le pétrole russe ira ailleurs. Il se vendra d'ailleurs en disagio par rapport au Brent, c'est déjà le cas d'ailleurs. Donc je dirais que sur le pétrole, on a des marchés quand même qui sont plutôt bien approvisionnés. Une des conséquences de la crise ukrainienne, ça va probablement être de faciliter l'éventuelle signature d'un accord sur le nucléaire iranien, ce qui permettrait au pétrole d'Iran de revenir sur les marchés mondiaux. Alors, il y a des gens, je vous signale, je me suis tellement trompé par le passé que je n'ose vous dire quelles sont mes prévisions. Il y a des gens qui parlent de pétrole à $180 le baril. Il y a même, j'ai lu un papier hier où quelqu'un disait que ça peut monter à $200. Très objectivement, j'y crois pas. Dans le feu de l'irrationnel des marchés, il ne m'étonnerait pas qu'on arrive à 150, que l'on batte le record historique du 10 juillet 2008, où on avait atteint 147. Ça, c'est tout à fait dans le champ du possible. Je ne suis pas sûr qu'on y restera, parce que les fondamentaux du marché sont quand même plutôt bien approvisionnés. À ce choc énergétique, je rajoute quand même aussi un choc sur les marchés des métaux, qui était déjà assez tendu. Mais c'est vrai que la Russie, alors l'Ukraine peut, mais la Russie a un poids relativement important sur un certain nombre de marchés. Vous êtes peut-être venu en voiture, donc en voiture à essence. C'est mal le diesel, comme chacun le sait. Et ben, votre voiture à essence, le pot catalytique de votre voiture, il y a un truc qui s'appelle du palladium.
la Russie produit 43% du palladium mondial. Et donc là, on peut avoir un problème d'approvisionnement. On longe en arrivant l'aéroport de Rennes, aéroport international comme chacun le sait, avec une vieille caravelle qui a l'air de traîner d'air inter, ça me rappelle ma jeunesse, mais pour faire des avions, on utilise des aciers au titane. Et là, c'est vrai que le plus gros producteur mondial de titane, qui approvisionne à peu près la moitié des besoins de titane d'Airbus, c'est la Russie. Donc, à la limite, c'est sur palladium et titane que les tensions sont les plus fortes. Le nickel qui a fait les folies cette semaine, ça pèse moins. L'aluminium aussi. Même si sur l'aluminium, la hausse des prix, elle est liée à autre chose. C'est que l'aluminium, n'oubliez pas, c'est de l'alumine plus de l'énergie. Et donc, si le prix de votre électricité augmente, le coût de production d'aluminium augmente et un certain nombre de raffineries européennes ont été amenées à fermer ou à réduire leur capacité du fait de l'augmentation des prix de l'électricité. Et puis, je surveille l'heure quand même, je ne sais plus où j'en suis, oui, il faudrait peut-être que j'accélère un tout petit peu. Et puis, nous avons eu, et c'est là, pour ceux qui sont des industriels, des fournisseurs, c'est là le problème de vos clients de l'industrie agroalimentaire, oui, nous avons eu un relatif choc agricole. Ce que vous voyez là, c'est l'indicateur que nous publions tous les jours au niveau de Cyclope et qui vous donne, qui est un panier de produits alimentaires. Donc il y a des céréales, il y a de la viande, il y a des produits laitiers, etc. Et vous voyez que nous sommes, alors la dernière lecture doit remonter, alors on doit être un peu plus haut aujourd'hui, mais pas si colossalement quand même, que nous étions arrivés, j'imagine, vers le 15-20 février, quand j'ai envoyé mes slides, on était arrivé à peu près au niveau de la précédente grande crise alimentaire, celle de 2011-2012, où on avait eu, souvenez-vous, des émeutes de la faim dans un certain nombre de pays. Là aussi, regardez ce qui s'est passé l'année dernière. Voilà les hausses de prix que l'on a enregistré en moyenne 2021 par rapport à la moyenne 2020. Vous voyez qu'il y avait quand même de sacrées tensions, en particulier, je dirais, sur le complexe maïs-soja, notamment dans la version oléagineux, plutôt huile, puisque vous voyez que le record, c'est l'huile de soja, mais vous avez l'huile de palme aussi, vous retrouvez le colza, le tourteau de soja, lui, avait moins augmenté, et en fait, en négatif. Donc, les hausses étaient restées, vous voyez, la hausse des prix du blé, elle était inférieure à 30%. On avait, là aussi, ça c'est des prix en dollars. Vous vous souvenez qu'au mois de novembre, ça avait fait la une de la presse agricole. Le matif était passé au-dessus de 300 € la tonne pour le blé. On l'avait un peu oublié. Et globalement, bon, il y avait du rattrapage. Les seuls produits qui étaient en négatif, alors ça, c'est pas bon pour la Bretagne, et vous pouvez comprendre, regardez, hop, message, je réponds plus tard, excusez-moi, vous pouvez comprendre que la situation pour les éleveurs de porc breton ne soit pas extraordinaire. Quand vous voyez la baisse, alors ça, c'est les prix moyens, la baisse moyenne de 10% des prix du porc en Europe, et tirée en particulier par la baisse des prix en Chine, la reconstitution du cheptel chinois. Et par contre, qu'est-ce que c'est qu'un porc ? C'est du maïs et du tourteau de soja et quelques autres produits que vous mettez à mariner pendant 90 jours. Là, on avait déjà une hausse moyenne du coût de l'aliment qui était de 30 à 40%. La situation s'est encore aggravée en ces premiers jours de 2022. Donc un double ciseau des prix. Alors, je vous montre simplement quelques courbes, et puis on va regarder pourquoi. Le record, c'était la fève de soja. Le soja a été peu touché. Si j'actualise les graphiques, le soja n'a pas été directement touché par la crise ukrainienne, puisque le seul lien
avec le complexe oléagineux, c'est par le biais de l'huile de tournesol. Vous savez que le tournesol, c'est la plus petite des grandes huiles. Après le palme, le soja, le colza, et à égalité à peu près avec l'huile de coton. Mais dans ces périodes de tension, ça a quand même joué. Donc, la hausse des prix du soja, donc ça c'est le prix américain, donc, qui est le prix mondial en réalité, en dollars par boisseau. Nous devons être actuellement dans la zone des 16 $ le boisseau. Vous voyez que ce sont des prix historiquement élevés, et ceci est lié, j'y reviendrai, à la situation climatique en Amérique du Sud. On retrouve la même chose. Alors là, l'huile de palme, elle, a continué à monter et elle a même battu des records historiques sur le marché en Malaisie. Alors là, sur l'huile de palme, il y a deux autres raisons. Ce n'est pas des raisons climatiques. Il y a une raison qui est liée au Covid. C'est que la Malaisie n'a pas pu autoriser l'entrée de suffisamment de travailleurs agricoles pour aller travailler dans les plantations de palmiers à huile. Et d'autre part, l'Indonésie a mis en place des quotas à l'exportation pour protéger son marché intérieur et pour augmenter l'utilisation de l'huile de palme pour fabriquer du biodiesel. Donc, vous voyez qu'il y a un lien entre l'agriculture et l'énergie, bien entendu. Maïs, à peu près la même histoire. Alors là, sur le maïs, il y a quand même un impact sur de la crise ukrainienne. Ce n'est pas la Russie, mais sur cette campagne, l'Ukraine a encore à peu près 14 millions de tonnes de maïs à exporter et qu'elle n'exporte pas. Donc ça pèse sur le marché mondial. Actuellement, vous voyez, on est à peu près, enfin hier soir, on était à 7,40 $ le boisseau, donc à des niveaux qui retrouvent les records, mais qu'on avait déjà connus au début 2021. Simplement là, on risque d'avoir quand même des problèmes d'approvisionnement de maïs, y compris en Europe, puisque le sud de l'Europe importe, notamment nos amis espagnols qui sont devenus les rois du porc, importent du maïs ukrainien. Donc il va falloir qu'ils se fournissent ailleurs, bien entendu. Et d'autre part, on va rentrer dans la période où l'on sème le maïs qui sera récolté à l'automne. Et donc, on peut imaginer que les agriculteurs ukrainiens auront peut-être un petit peu la tête ailleurs et risquent par ailleurs d'être touchés aussi par l'augmentation du prix des engrais. Donc sur le maïs, il y a quand même quelques logiques. Le prix du blé, alors là, je l'ai repris en euros la tonne. Alors vous avez en orange le prix mondial et en bleu, c'est grossièrement le prix du matif. Alors là, je vous rappelle que là, il faut actualiser. Il faut actualiser parce qu'il reste là aussi à peu près 14 millions de tonnes de blé à sortir du marché, sur le marché international, 6 millions de tonnes de blé ukrainien, 8 millions de tonnes de blé russe. À l'heure actuelle, plus rien ne sort de la mer Noire. Vous avez encore un certain nombre de pays qui ont des appels d'offres en cours. Et pour vous donner un exemple, alors il faut que je ne veux pas vous sortir des chiffres, je les cite de mémoire, mais comme ils datent de ce matin, ils ne sont pas encore totalement imprégnés dans ma mémoire. Il faut que simplement que je les retrouve là. Voilà. Pour vous donner un ordre de grandeur, le 17 février, l'Algérie avait organisé ce qu'on appelle un tender, un appel d'offres, pour 700 000 tonnes de blé qu'ils ont acheté 345 $ la tonne, coût et fret. Et c'était du blé Russie-Ukraine, puisque les généraux algériens, estimant que le président Macron avait des remarques déplaisantes sur la qualité de la gouvernance algérienne, et là il avait bien raison quand même, avaient décidé qu'il n'y aurait plus d'importation de blé français. Hier, donc le 9 mars, l'Algérie vient d'acheter 500 000 tonnes de blé, et il y a de fortes chances que ce soit du blé français au passage, parce qu'ils sont bien obligés de le prendre. Ça, au moins, c'est le seul avantage que nous tirons de ce malheureux conflit. Et ils l'ont payé 485 $, coût et fret. Donc vous voyez que
en l'espace de 3 semaines, l'Algérie a payé 140 $ la tonne coût et fret de plus pour importer du blé. Ça vous donne un ordre de grandeur. On est actuellement donc là, ils ont vendu 485 coût et fret, et vous savez que le matif est monté au-dessus. Donc là mon graphique, il faudrait l'actualiser, puisqu'on est monté au-dessus de 400 € la tonne, sur le rapproché, bien entendu, puisqu'on se trouve avec des problèmes incontestables de disponibilité. Il faudrait remplacer pratiquement une quinzaine de millions de tonnes de blé. On peut en faire un peu, mais pas beaucoup au niveau européen. L'Inde se met à exporter du blé. Parce qu'eux, ils avaient des problèmes. Ils ont fait d'excellentes récoltes et ils ont des problèmes de stock. Ce n'est pas de la grandiose qualité, mais ça peut toujours servir. L'Argentine peut en fournir un peu. L'Australie a fait une très bonne campagne. Mais ça veut dire que beaucoup de flux vont se trouver modifiés. Et surtout, nous sommes dans l'attente de savoir ce que va donner la campagne 2022-2023. Je continue simplement à vous en passer quelques-uns. Bon, le sucre, lui, n'est pas directement concerné. Vous voyez qu'il s'était quand même amélioré. Là, ce sont des cotations en cents la livre. Et on est remonté quand même très récemment dans la zone des 20 cents la livre. Puis, je vous avais parlé du café. Vous voyez que quand même les organisateurs vous ont offert du café et ils ont donc cassé la tirelire. Ça, c'est la cotation américaine. C'est un mélange à la fois d'arabica et de robusta. C'est en cents de dollars la livre. Vous voyez qu'on était à des prix très très bas en 2019-2020. 1 $ la livre, c'est largement en dessous. Enfin, la notion de coût de production en agriculture est toujours difficile à appréhender, mais c'est extraordinairement, c'est vraiment des prix qui étaient très déprimés. Qu'est-ce qui s'est passé à l'été 2021 ? Au mois de juillet, il y a eu des gelées au Brésil. Il y a même eu du verglas. Ils n'avaient pas l'habitude de conduire sur verglas, les Brésiliens. Il y a même eu des accidents. Les gelées ont probablement contribué à la mort alors on ne sait pas très bien, de 15 à 30% des caféiers brésiliens. Donc d'énormes tensions sur le marché de l'arabica, au moment où le robusta du Vietnam ne pouvait pas arriver. Et vous voyez que grossièrement, là actuellement, on est largement au-dessus de 2 $ la livre. Ça n'a aucune influence, bien entendu, sur la guerre d'Ukraine n'a aucune influence en la matière. Donc, voilà. Alors, pourquoi, finalement, je m'interrogeais avant la guerre, pourquoi ces hausses ? Alors, il y a quand même, il faut parler un peu climat. Oui, c'est vrai, mais on n'a pas eu, soyons honnêtes, on n'a pas eu en 2021, et on ne semble pas avoir en 2022 de véritables catastrophes climatiques. Il n'y en a pas véritablement eu. Ce qu'on peut mentionner, c'est que l'été dernier, nous avons eu quand même des épisodes de sécheresse, en particulier au Canada. Alors, le Canada, ce n'est pas très très important, mais c'est important pour 2 produits qui sont ce qu'ils appellent le canola, qui est en fait le colza. Donc ça a joué dans la hausse des prix global des oléagineux. Et puis le Canada, c'est le premier producteur mondial de blé dur. Alors, ce n'est pas à des professionnels comme vous que j'apprendrai que le blé dur, ce n'est pas le blé tendre. Que quand j'entends actuellement sur certaines chaînes des journalistes qui disent « Ah oui, mais vous comprenez, avec ce qui se passe en Ukraine, le prix des pâtes alimentaires va augmenter ». Mais bon Dieu, si la bêtise avait un prix, il le gagnerait immédiatement. Le blé tendre sert à la panification, le blé dur. Alors faites attention quand vous regardez, là je m'excuse, je dis toujours ça à mes étudiants, il y a un faux ami. La cotation de Kansas City, c'est du Hard Red Winter. Alors vous vous dites, je vais traduire blé dur. Non, ce n'est pas du blé dur. C'est ce que j'appellerais du blé de force. Le blé dur en anglais, c'est le Durum Wheat. Donc c'est un blé qui va être utilisé, et je pense que certains d'entre vous en utilisent avec vos très jolies machines, c'est utilisé en semoulerie et bien entendu pour la fabrication des pâtes alimentaires. Et c'est vrai que nous avons eu de fortes tensions sur le marché du blé dur à l'été dernier, avec la diminution des disponibilités du Canada, et ça a eu une influence sur le prix des pâtes alimentaires, puisque quand vous allez dans un supermarché, le produit alimentaire dont la part agricole est la plus importante, c'est la nouille, c'est la pâte de base.
et la part du blé dur dans un paquet de 1 kg de pâtes de coquillettes standard, elle se balade entre 25 et 30%. Là où je vous le rappelle quand même, la part du blé dans notre chère baguette, c'est à peine 7-8%. Et donc, il n'y a aucune légitimité à augmenter aujourd'hui les prix du pain parce que le prix du blé augmente un petit peu, mais pas si dramatiquement que cela quand même. Donc on avait eu l'été dernier des tensions sur le blé dur, sur le colza au Canada. On avait eu des problèmes en Chine. Il semblerait d'ailleurs que la Chine est encore cette année, ça c'est une des grosses inconnues que nous avons, la Chine semble annoncer des conditions climatiques particulièrement mauvaises pour la récolte 2022. Si ça se confirme, et vous allez voir, la Chine est une de nos interrogations majeures. Actuellement, le souci climatique, c'est la Niña. La Niña, c'est l'inverse d'El Niño. C'est un phénomène climatique qui intervient tous les 3-4 ans dans la zone Pacifique-Océan Indien et qui provoque notamment en Amérique du Sud des inversions climatiques et donc des phases de sécheresse qui peuvent être assez importantes et qui aujourd'hui affectent manifestement, là on est sur la phase de récolte maïs-soja et qui semble affecter en particulier l'Argentine. C'est le souci climatique majeur que nous avons. Alors des tensions géopolitiques, il y en avait. On en a un peu profité. Par exemple, l'Australie a fait des remarques désagréables sur la manière dont la Chine a géré le Covid. Et les Chinois ont dit, si c'est comme ça, on n'importera plus. Donc la Chine, par exemple, n'importe plus d'orges australiennes, ce qui permet d'ailleurs à la France d'exporter de l'orge sur la Chine, ce qui est relativement nouveau. Mais ça a eu quand même des influences sur un certain nombre de marchés agricoles. Je ne reviens pas sur l'Ukraine. Sachez simplement que la mer Noire, c'est 1/3 des exportations mondiales de blé, c'est 20% des exportations mondiales de maïs, c'est 3/4 des exportations mondiales d'huile de tournesol. Et que pour l'instant, il n'y a pas un bateau qui sort de la mer Noire. Point à la ligne. Et que même ça commence à affecter les chargements de navires sur les petits bouts de la mer Noire qui sont occupés par la Roumanie et la Bulgarie. Le port de Constanța, par exemple, ça sort, mais ça sort de manière, me dit-on, un peu moins régulière. Et puis, mais la raison principale de la hausse des prix en 2021, ce n'était pas le climat, ce n'était pas les tensions géopolitiques, c'était la Chine. Regardez ce tableau. Alors là, j'ai pris en année calendaire. Ça, c'est de l'année calendaire. Les importations de céréales et d'oléoprotéagineux en 2019 et en 2021. Regardez ça. La Chine, l'année dernière, a importé 65 millions de tonnes de céréales. Et je pense qu'on pourrait probablement y rajouter, parce que je ne suis pas rentré suffisamment dans les détails, il faudrait y rajouter, les plus anciens d'entre vous, ceux qui ont connu la politique agricole commune, se souviennent peut-être de ce qu'on appelait les produits de substitution aux céréales. Le manioc, le citrus, le corn gluten-feed et autres machins de ce genre. Je pense qu'il faut en rajouter encore un peu. Donc on est probablement plus dans la zone des 70-75 millions de tonnes de céréales et de produits destinés principalement à l'alimentation du bétail. Mais vous voyez quand même l'augmentation des importations de blé. En 2 ans, elle triple. Celle de maïs. Et vous devez ajouter d'ailleurs maïs et sorgho. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement nouveau. Jusque-là, la Chine, elle était très importante pour un certain nombre de marchés mondiaux, mais elle était très importante pour le marché agricole pour le marché du porc, bien entendu, sur les marchés des produits laitiers, mais sur les céréales, il y avait toujours, moi quand je discutais j'étais souvent en Chine, et quand je discutais avec des responsables chinois, il y avait toujours le mythe de l'autosuffisance. La Chine doit être autosuffisante. Cette année, l'année dernière, ils ne l'ont pas été, et c'est ça finalement qui est la principale raison avant l'Ukraine, mais qui est finalement un épiphénomène. Avant l'Ukraine, c'est ça la principale raison de la flambée des prix agricoles. Alors, qu'est-ce que l'on peut maintenant anticiper ? Ce que vous avez là,
Alors là, je reviens en année de campagne. Vous avez là les productions. Alors ça a été mal fait, puisque ça c'est 2000, donc blé, maïs, riz, soja. Vous avez production et consommation. Ça c'est au niveau global. Vous voyez que grossièrement, sur 2021-2022, on commence à avoir des prévisions 2022-2023, mais sur 2021-2022, vous voyez que les marchés sont à l'équilibre, ou même dans certains cas, légèrement excédentaires. Vous remarquerez d'ailleurs que de toutes les céréales, il y en a une dont le prix a baissé, c'est le riz. Alors évidemment, il ne faut pas trop regarder ces choses-là, dans la mesure où il s'agit d'agrégats au niveau mondial. Ce qui est important, bien entendu, c'est les disponibilités chez les principaux exportateurs. Et là, effectivement, on peut avoir des doutes, notamment au niveau de la mer Noire. Quand je regarde mes principales interrogations, c'est quand même, bon, oui, on a des risques climatiques. On a des risques climatiques, il faut quand même le souligner. On dit qu'il y aurait entre 65 et 85% de chances d'avoir un épisode quand même assez grave de la Niña qui aurait des conséquences. Ce que nous ne mesurons pas, c'est l'impact de la hausse des prix des engrais. Alors vous me direz, sur la campagne 2022-2023, c'est quasiment déjà joué. C'est-à-dire que les engrais ont déjà été achetés par les agriculteurs. Mais ils commencent déjà, ceux qui sont prévoyants, à faire leurs réservations pour leurs engrais de la campagne 2023-2024. Et là, ceux auxquels j'en parle me disent la chose est quand même relativement dure. Enfin, et c'est peut-être alors l'inconnu majeur, eh ben, c'est incontestablement l'inconnue chinoise. L'inconnue chinoise parce que on ne sait pas si l'année 2021 aura été une sorte de one-shot et si la Chine reviendrait à des niveaux plus normaux, entre guillemets, d'importation, ou bien si c'est l'année 2021 qui est une nouvelle normalité et si chaque année, nous devrons compter avec 50-60 millions de tonnes d'importation de céréales par la Chine. Ça, c'est un vrai problème, sachant qu'il y a un autre problème qui nous concerne directement en Europe, qui est le niveau des importations chinoises de viande porcine. Et là-dessus, malheureusement, j'ai peur que les belles années soient derrière nous, que la Chine est reconstituée. N'oubliez pas que la Chine, elle a eu une première pandémie avant le Covid, elle a eu la peste porcine africaine. Et la peste porcine africaine, elle a à peu près, il semble qu'elle soit à peu près éradiquée. La production de porc en Chine a retrouvé ses niveaux de 2019. Alors ça peut expliquer d'ailleurs les besoins en céréales et oléagineux, puisque les petits cochons chinois, ils ont besoin de manger. Mais par contre, on a vu l'année dernière la réduction pratiquement de moitié des importations chinoises de porc. Cette réduction de moitié, eh ben, on les retrouve pas loin d'ici sur le marché au cadran breton. Donc voilà l'autre inconnu. Alors j'aurais tendance à rajouter ici une ligne. Ben, cette ligne, c'est Russie-Ukraine. Et ça, je suis totalement incapable de vous dire ce qui va se passer. Honnêtement, on pourrait mettre en place un embargo sur nos achats de blé russe. Ce serait aussi hypocrite d'ailleurs que l'embargo américain sur le gaz, puisque nous sommes exportateurs de blé. Donc on peut dire solennellement, nous n'achèterons plus de blé à la Russie. C'est pas gênant, on n'en achète pas. Bon, sur le maïs, ce serait un petit peu gênant. On arriverait quand même à peu près à s'en passer. Le problème est de savoir si le monde combien de temps est-ce que la mer Noire va être fermée? Et dans quelle mesure ceci handicapera éventuellement, alors pas la production russe, et c'est la production russe qui compte quand même pour le blé, mais en quoi est-ce que la guerre va modifier quand même alors les emblavements ukrainiens pour le maïs, et éventuellement, si ça dure encore, les emblavements ukrainiens pour les blés d'hiver à l'automne prochain. Ça, très franchement, je n'en sais rigoureusement rien, tout comme d'ailleurs tous les gens qui affirment le contraire sur les chaînes de télévision en continu. Donc, alors, simplement, je ne peux pas résister à vous montrer la dernière
Alors, vous le prenez comme vous voulez. Hein. C'était mes prévisions en date du 20 janvier dernier. Alors, évidemment, il y en a qui peuvent apparaître à peu près rationnels et qui ne seront pas trop concernés. Vous voyez qu'on était globalement, on était quand même plutôt baissier. Alors, c'était prix moyen 22 sur prix moyen 21. Alors, pour certains marchés, comme on partait de très haut, même si les prix, la plupart des prix, on les voyait en baisse, mais dans certains cas, les moyennes de prix 22 restaient supérieures aux moyennes de prix 21. Il est évident qu'en particulier sur le blé, je me souviens qu'une conférence qu'on a faite au Salon de l'Agriculture, vous voyez, au Salon de l'Agriculture, jeudi matin, on faisait une conférence là-dessus, et jeudi dernier, il y a exactement une semaine, et avec mon ami Michel Portier qui dirige Agritel, on était pour se dire qu'effectivement, il y avait une fourchette 230, 280 € la tonne pour le blé, jeudi dernier. Aujourd'hui, je ne sais que vous dire. Prenez ceci et méditez, juste pour conclure, cette jolie citation de Churchill qui nous rappelle que si nous n'avons qu'aucun contrôle du passé, nous en avons très très peu en ce qui concerne l'avenir. Je vous remercie de votre attention et je crois que, comme on va céder la place à 1 heure, on a quelque temps pour les questions. Merci Philippe Chalmin. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, Pascal Ronfard, Solactis. J'ai une question. Vous avez présenté la problématique énergétique en mentionnant la transition énergétique. Est-ce que sur l'alimentaire, vous pensez qu'il y a une transition alimentaire et qu'il y a aussi ses effets par rapport à ces évolutions de cours? Alors écoutez, merci de me poser la question parce que dans mon petit couplet légèrement anti-vert, je vais vous en rajouter une couche. De manière assez curieuse, jusque-là, moi, quand j'étais gamin ou étudiant, quand on parlait de sécurité alimentaire en Europe, on avait encore en tête, moi je ne l'avais pas connu, mais les tickets de rationnement de l'après-guerre. L'Europe manquait. Et donc la sécurité alimentaire, c'était la souveraineté alimentaire. Ces dernières années, quand on parle de sécurité alimentaire, c'est la sécurité sanitaire. Vous remarquerez d'ailleurs une chose, peut-être grâce à toutes vos belles machines, jamais on a mieux mangé en France et jamais, paradoxalement, il n'y a eu autant de peurs alimentaires. C'est un paradoxe. Vous savez que dans le cadre du Green Deal, et de manière assez subreptice quand même, la Commission a fait voter par le Parlement européen et adopter donc la stratégie dite From Farm to Fork, du champ à l'assiette, laquelle reviendrait quand même à réduire, suivant les cas, de 10 à 20% les productions d'un certain nombre de grandes cultures en particulier. Alors, que l'on multiplie le bio, que l'on aille vers une agriculture plus raisonnée, admirable, simplement, une des conséquences de cette stratégie, ça serait de faire de l'Europe, globalement plutôt, un continent importateur. Alors au passage, nous aurions certainement une agriculture respectueuse de l'environnement, mais il faudrait que nous augmentions nos bilans carbone pour importer les produits agricoles que nous ne produirions plus. Je constate que de la même manière qu'en matière énergétique, nous avons assisté à un U-turn des Allemands. Alors sur le charbon, ça c'est lamentable, mais aussi sur le nucléaire, mais aussi sur les terminaux d'importation de gaz naturel liquéfié, que, après avoir fermé Fessenheim, notre président touché par la grâce relance un programme nucléaire, ce que je trouve bien. Alors bon, mais je comprends qu'il y ait des gens qui trouvent que c'est pas bien. Ben, j'espère que nous pourrons peut-être revoir la logique de From Farm to Fork, qui, dans un certain cas, un nombre de cas, pose problème. Je pense qu'effectivement, on peut faire évoluer les pratiques agricoles, mais de la manière coercitive dont c'était envisagé, ça me paraît un peu inquiétant. Et au fond, au hasard de cette guerre, on a redécouvert ce qu'était la souveraineté alimentaire. C'est peut-être une des, ouvrez les guillemets, malheureusement bonnes conséquences. D'autres questions pour Philippe Chalmin?
Je crois que c'était oui, clair. Hein. Il y a un problème de souveraineté alimentaire maintenant, c'est le déjeuner. C'est sûrement cela. Voilà, une dernière question. Non, tout est clair. Ça paraît clair, Philippe Chamelin. Merci beaucoup en tout cas. Applaudissements s'il vous plaît pour notre invité pour cette conférence en direct sur mycefia.com, Philippe Chamelin. Et la thématique perspective, matières premières agricoles et non agricoles. Le Cefia continue, 3e et dernière journée. Il y a du monde dans les allées. On se retrouve pour une prochaine émission dans quelques instants. À tout de suite.